Mais une chose qui était claire pour moi, c'était que je voulais vivre ma vie au maximum. Puis je me suis dit, ben moi, tout ce qui m'intéresse, je veux l'apprendre. Donc cette soif d'apprendre-là fait en sorte que ça a comme un peu réduit le stress de me brancher tôt. Puis je pense que j'ai pris toujours des décisions qui... je dis que j'ai pas beaucoup de talent dans la vie, mais un talent que j'ai pour sûr, c'est de terminer tout ce que je commence. Donc, d'aller au bout de tout ce que je fais. Donc, quand je commence un programme de formation ou une carrière, je vais au bout de ce que je peux apprendre. Puis quand j'ai trouvé que j'ai appris suffisamment ou que je suis au bout d'exploitation de ce talent-là, ben, je passe à autre chose. Ça peut prendre 2-3 ans, comme ça peut prendre 5 ans, mais je le fais. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 47. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. J'ai, comme tout le monde, là, j'ai des hauts, des bas, mais aujourd'hui est une particulièrement bonne journée. J'ai rencontré cette semaine des nouvelles clientes parce que, ma nouvelle façon de servir, d'appliquer mon offre de service, dans le fond, est trimestrielle. Donc, j'onboard mes nouvelles clientes en début de trimestre et j'adore l'automne, puis on dirait que, je sais pas, onboarder des nouvelles clientes, avoir des nouveaux mandats, commencer des nouveaux groupes à l'automne, ça m'énergise tellement, puis je suis contente que toutes ces personnes-là me fassent confiance. Bref, je voulais juste envoyer un petit peu de gratitude dans l'univers. Aujourd'hui, au menu, une entrevue avec une femme absolument fascinante. J'ai reçu Sam Bellamy sur le podcast en entrevue en 2 parties. Et j'ai rencontré Sam lors d'un événement MTamark qui avait eu lieu il y a 2 ans, en 2018, je pense. J'avais organisé Date ton GC, Date ton gestionnaire de communauté, et j'avais besoin de quelqu'un qui déléguait la gestion de communauté pour venir nous parler du processus, nous parler des questions qu'elle avait posées, etc., etc. Et Sam s'était prêtée au jeu. Elle s'était suggérée comme panéliste. Et ça a été une discussion absolument fascinante. C'est vraiment dommage que j'ai pas enregistré cette conversation, ce panel d'experts, mais bref. J'ai appris à la connaître, à connaître son parcours, qui est absolument crazy, là. Je veux dire, moi, je pensais que j'étais une personne avec un parcours atypique juste parce que j'ai une maîtrise en littérature comparée, mais Sam, c'est un next level de multipotentiel. Elle est passée de baccalauréat en comptabilité à chef cuisinier. Puis là, aujourd'hui, elle a une start-up tech dans le domaine des ressources humaines. En effet, Bazooka Inc. est une entreprise tech montréalaise qui crée des outils RH propulsés par l'intelligence artificielle pour aider les organisations à devenir plus productives et inclusives. J'ai même pas eu le temps de vous dire qu'elle était maman en plus de tout ça. Et elle est en train de faire son PhD, juste de même, why not? En plus d'être entrepreneur, elle est conférencière, mais aussi militante en inclusion et diversité en sciences des données. Et dans ses temps libres, elle siège sur divers CA, elle peint et elle fait du mentorat. Comme quoi que quand les gens disent qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, eh bien, je vais les référer à cet épisode de podcast. J'en profite pour faire l'appel à toutes les multipotentiels ici pour savoir c'est quoi, vous, votre expérience sur le marché du travail, parce qu'on en parle en début d'entrevue et je me suis beaucoup reconnue dans ce que Sam disait et je serais super curieuse de savoir si ça a résonné avec vous. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec Sam pour la première partie de cette entrevue.
Salut Sam, bienvenue sur l'Ambition au féminin et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. C'est super cool. Alors Sam, je t'ai rencontré lors d'un événement qu'on avait organisé il y a, je pense, 2 ans presque, là, avec M. Tamark, Date ton GC. Puis t'étais venu sur un panel pour nous parler de ton expérience de déléguer tes réseaux sociaux euh, en tant que start-up en technologie. Puis depuis, genre, j'ai appris à connaître ton parcours, puis je trouve que t'es vraiment, en tout cas, t'as vraiment un parcours très, très, très fascinant, puis c'est ça que je veux qu'on partage avec les auditrices aujourd'hui. Donc, j'ai préparé quelques questions pour toi. Et la première, qui est un peu une question brise-glace, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir de l'ambition ou être ambitieuse? Wow. Avoir de l'ambition, pour moi, c'est vouloir se dépasser, tout simplement. Que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle. Je pense que l'ambition, souvent, est reliée au monde du travail, de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'avoir l'ambition d'être une meilleure personne pour sa famille, ses enfants, pour soi-même, c'est ça l'ambition pour moi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as déjà senti qu'il y avait peut-être un stigma autour du terme ambition? Parce que je sais que pendant longtemps, c'était bon pour un homme de l'être, mais pour une femme, peut-être un peu moins. Oui, en fait, c'est des commentaires que je reçois souvent. Ah, mon Dieu, t'as de l'ambition. Hmm. Oui. Je veux dire, je comprends même pas pourquoi la question se pose. Dans le sens, il y a toujours un effet surprise. Surtout quand je pitch mon entreprise, que ce soit à des VC, des investisseurs dans le domaine bancaire ou pour des concours de pitch. C'est souvent, on me dit, mon Dieu, t'as de l'ambition. Je suis comme, ben oui. C'est comme Ça vient souvent des vieux monsieur en cravate et toujours des veston. femmes qui me disent ça. De 40 à 60 ans qui me disent ça. Ouais, c'est un changement de mindset, je pense, qui doit être adopté, mais j'imagine c'est comme ça, quand on entend genre t'es allé loin pour une fille, il faut juste le prendre d'un point de vue oui, puis pas dire grand-chose à propos de ça. Bref. Non, 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 pas de débat. Alors, tu dis de but en blanc, genre j'ai lu comme plusieurs entrevues que t'as données et puis des textes que t'as un parcours très atypique. Puis dans ton cas, tu sais, j'entends tout le temps les gens dire ah moi j'ai un parcours atypique, mais dans ton cas c'est vraiment vrai là, tu sais c'est pas genre des jokes parce que t'es passé des études en comptabilité à te former en cuisine française, t'es devenue chef, t'es devenue enseignante après, t'as étudié en psycho, en éducation, puis là t'es la fondatrice d'une start-up qui allie intelligence artificielle, ressources humaines, tu sais, pour matcher stagiaires-employeurs. Est-ce que tu as déjà eu peur de pas trouver ta voie? Oui, en fait, j'ai eu peur très très jeune. Euh, on dirait que j'avais une obsession. Moi, je me suis toujours posé des questions super existentielles. Pourquoi j'existe sur la planète? Pourquoi la planète existe? Point. Est-ce qu'il y a Mhm. un Dieu et tout ce qui vient avec? Puis moi, j'avais la pression familiale aussi de me brancher tôt pour faire une vie. Tout simplement de choisir un parcours vraiment décidé à 16-17 ans, savoir qu'est-ce que je vais étudier, puis aller travailler pour les 40 prochaines années de ma vie. Donc oui, ça m'a stressé très tôt. Puis je me rends compte que mon fils est pareil. Mon fils, lui, il se pose déjà des questions à savoir combien il va gagner plus tard, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, est-ce qu'il aura les moyens d'avoir une famille. C'est intense, là. Fait que je pense que je suis juste née comme ça. Euh, mais une chose qui était claire pour moi, c'était que je voulais vivre ma vie au maximum. Puis je me suis dit, ben moi, tout ce qui m'intéresse, je veux l'apprendre. Donc cette soif d'apprendre-là fait en sorte que ça a comme un peu réduit le stress de me brancher tôt. Puis je pense que j'ai pris toujours des décisions moi je dis que j'ai pas beaucoup de talent dans la vie, mais un talent que j'ai pour sûr, c'est de terminer tout ce que je commence. Donc, d'aller au bout de tout ce que je fais. Donc, quand je commence un programme de formation ou une carrière, je vais au bout de ce que je peux apprendre. Puis quand j'ai trouvé que j'ai appris suffisamment ou que je suis au bout d'exploitation de ce talent-là, ben, je passe à autre chose. Ça peut prendre 2, 3 ans, comme ça peut prendre 5 ans, mais je le fais. Mhm. Oui, le stress de me brancher, je l'ai eu, mais en vieillissant, ça a bien été. Penses-tu que ça nous vient... Parce que là, tu te dis, ah, ben, ta famille, est-ce que c'est parce que eux ils avaient des jobs bien établis? Tu sais, j'imagine, est-ce que c'était pas des parents entrepreneurs que t'avais? Non, mais tous mes grands-parents étaient entrepreneurs. Mais Ouais. mes parents ne le sont pas. Ma mère
infirmière clinicienne, chef infirmière. Puis mon père il était retraité maintenant, mais il était cadre dans la fonction publique. Donc, eux autres, ils ont eu des études et ils ont été travailler à la même place pendant 25-30 ans. Puis il faut noter aussi que mes parents sont issus de l'immigration. Mm-hmm. Donc, il y a toujours ce stress-là de faire une vie, de trouver un emploi ou une carrière qui a une garantie d'emploi au bout du chemin. Ouais, ton background aussi, mais mon père aussi était dans la fonction publique, puis tu sais, quand tu grandis avec cette idée de sécurité, tu sais, puis il a pris sa retraite super jeune, puis je me dis tout le temps, c'est la raison pourquoi j'aime pas travailler aujourd'hui. Ou est-ce que, tu sais, genre, je veux comme générer le plus de valeur possible avec le moins de temps possible, mais en même temps, j'ai été tiraillée entre la voie qu'elle a été sécure, puis d'être capable de fonctionner dans un système, genre, qui comme te valorise via, justement, des jobs puis des salaires, versus le danger, des fois, de te créer toi-même et créer ta propre valeur à travers des projets ou des entreprises ou des choses comme ça. Fait que je comprends ce que tu dis, puis ça me rejoint. Est-ce que, d'un point de vue temps, tu sais, je veux dire, encore une fois, là, je parle de mon expérience, tu sais, moi, je voyais comme le clock ticking, entre guillemets, là, où est-ce que je me disais, OK, j'ai 25 ans, puis je me sens pas encore rendue là où je voudrais dans ma carrière, ou du moins satisfaite de la façon que je voudrais. Est-ce que ça t'a poussé, justement, à, des fois, cette idée de la temporalité à essayer d'aller vers d'autres choses, tu sais? Je te dirais que non, parce que moi, tu sais, j'ai 34 ans, puis je me sens super jeune, parce que Mhm. je regarde des gens que j'admire énormément, qui ont 60 ans, puis qui vivent leur best life encore. Puis je me dis, oh mon Dieu, cool, j'ai encore 35 ans à explorer plein de trucs, tu sais. Mais je te dirais que au début de ma vingtaine, oui, j'étais stressée parce que j'étais comme, OK, il faut que je trouve de quoi. Puis j'étais en train de finir mon bac en comptabilité, comme j'avais, je pense, 23 ans. Et j'avais réalisé avec mon dernier stage que j'haïssais ça pour mourir, la comptabilité. Fait que j'allais travailler tous les jours, puis j'étais dépressive. Tous les dimanches soirs, là, arrivaient, puis je pleurais dans mon lit parce que la semaine commençait. Mm. Donc, pourtant, j'avais des bonnes jobs, là. J'ai travaillé chez Cascade, Pratt Whitney, des grosses boîtes en gestion de projet, puis en comptabilité. Puis, malgré tout, j'étais pas contente. J'étais vraiment... Je trouvais, la routine s'installait. Dès que la routine s'installait, j'étais dans la fuite complètement. Donc, j'avais tendance à m'auto-saboter aussi vers la fin, où est-ce que je faisais de la job, mais au minimum. Malheureusement pour moi, je connaissais pas mes forces, puis c'était ma personnalité. Fait qu'on me gardait parce que j'étais la fille cool avec qui on veut travailler. Puis rapidement, mes employeurs le voyaient, puis quand moi je quittais un emploi, ben ils savaient qu'il y allait avoir plusieurs personnes qui allaient quitter après. Ah ouais, à ce C'est à ce point-là, wow. point-là, ouais. Est-ce que tu sentais que tes employeurs quand même étaient à l'écoute peut-être du fait qu'ils remplissaient pas tes besoins? Ils essayaient-tu de faire des choses pour te garder? Non, du tout. Du tout. Je pense que le profil atypique, multipotentiel était pas assez discuté, mis de l'avant, que ce soit dans les médias, dans la littérature, pour que les gens soient au courant. Et moi, je ne me définissais pas comme ça. Moi, pour moi, j'étais une personne à problème. Une Mhm. personne qui n'arrivait pas à se brancher, une personne qui était impatiente de résultats. Donc, pour moi, je me voyais comme un problème parce que le marché du travail me voyait comme un problème. Mhm. Je me branchais pas, j'étais jamais assis à la même place longtemps. Et ça énerve quand tu es dans un système qui a été fondé pour valoriser l'employabilité 9 à 5 temps plein. Métro, boulot, dodo. Puis est-ce que c'est ça, tu sais, après ça, t'es allé, c'est après ta comptabilité que t'as fait l'Institut de tourisme et hôtellerie, c'est ça? Ouais, à l'ITHQ. J'ai adoré la formation. Oui, c'est après. En fait, faut dire qu'avant ça, j'ai fait un DEC en micro-édition et hypermédia à Dawson. Uh-huh. Fait tout ce qui est graphisme, médias, tout ça, j'ai fait ça. Puis j'ai travaillé là-dedans avant. Mais moi, je pensais faire carrière dans le domaine des arts graphiques. Puis, tu sais, mes parents, comme je dis, sont immigrants, donc eux, un DEC, c'est insuffisant. Quand tu es né au Québec, tu es supposé faire des longues études. C'est une opportunité. Donc, ils m'ont dit, ben, tu as le choix. Soit que tu vas travailler, vu que tu as fait ton DEC, fais ta vie, mais tu te mets dehors parce que nous, on soutient pas les non-étudiants. Ou tu, Hmm. ou tu continues tes études. Donc, j'ai fait mon petit calcul rapide.
Puis j'arrivais pas, là. Fait que j'ai dit, OK, c'est beau, j'allais à l'université. Mais mes parents financent pas des études en art à l'université. Pour eux, ça vaut rien. Donc, j'ai dit, ben, j'allais en comptabilité parce que je savais que dans ma tête, plus tard, j'aimerais gérer. Gérer quoi, je savais pas. Mais je me suis dit, ben, c'est la meilleure façon de gérer, c'est de connaître la comptabilité, ce qui est totalement faux. Mais dans ce temps-là, c'était la mode. Là, on disait que dès que tu étais content, tu étais un bon entrepreneur. C'est de la foutaise. Fait que je l'ai faite. Et ensuite, c'est ça. Donc, j'ai travaillé dedans. Et entre-temps, j'ai eu une opportunité d'affaires d'investir dans le domaine de la restauration et dans le domaine du bar. Donc, je me suis ramassée en travaillant comme comptable avec 4 bars, un restaurant en l'espace de 7 ans. Wow! Ouais. Puis là, tu t'avais quoi? T'étais dans la mi-vingtaine, puis t'es Ouais. devenu un investisseur dans la restauration. Oui, et j'ai appris le métier aussi parce que moi, j'avais des job-ins au McDo, puis au Subway. J'étais comme assistante gérante là, pendant mes études collégiales. Donc, j'aimais déjà la restauration. Fait quand j'ai eu l'opportunité d'un ami qui vendait des parts de son bar, parce qu'il avait besoin de liquidité pour ouvrir un autre bar. Fait que j'ai dit, ben moi, je peux. J'ai demandé à mes parents, ils m'ont aidé, j'avais des économies, puis j'ai dit, OK, let's go. Et c'est comme ça que j'ai roulé ma bosse pendant plusieurs années en travaillant à temps plein en même temps, pour la sécurité, évidemment, plaire à mes parents. J'étais lâche. Et ensuite, mais j'ai eu un gros problème dans un des restaurants qui fait que il y a des chefs cuisiniers qui sont pas rentrés un matin pour une raison X, je me rappelle plus c'était quoi, mais ils sont pas rentrés, puis là on a dû fermer le restaurant en heure de pointe en fait. Ouh. Fait que j'ai dit ça n'a pas de bon sens que je fais de la caisse, je fais du service, mais que je peux même pas aller dans la cuisine, puis je peux même pas faire une recette. Je peux même pas, je peux rien faire. Je suis dépendant d'une autre personne. Fait que là, j'ai dit, OK, ça suffit. J'engage un nouveau chef, une nouvelle équipe. Puis, entre-temps, tous les matins, de 7h à 14h, j'étais à l'ITHQ à prendre mon cours de cuisine française en même temps que d'avoir mon resto et les autres bars. Et travailler dans le resto. Fait que j'ai quitté ma job à temps plein dans le domaine de la comptabilité pour me concentrer sur ma formation. Et dès que la formation était terminée sur le plateau, je courais dans mon restaurant qui était Sainte-Catherine et City Councilors. Et Mhm. je courais là, puis j'aidais mes collègues sur le service du dîner jusqu'au rush du soir. Fait que c'était ça ma routine pas mal. Puis je continue mes cours à l'université évidemment parce que je suis complètement cinglée, mais ça c'est une autre histoire. Est-ce que tu trouvais ça, parce que je veux dire, aujourd'hui on regarde ça, puis on parle tout le temps du fait que la restauration c'est un domaine très risqué. T'es-tu Mhm. une genre de preneuse de risque? Parce que la façon dont tu sautes de un à l'autre, ça me semble quand même, pour certains, ça pourrait être quand même assez stressant. C'est sûr, mais moi je vis de stress, c'est mon adrénaline. Huh. Donc, j'ai pas ce problème-là. J'ai pas vraiment d'aversion au risque. Au contraire, je suis une personne qui est trop risquée. Donc, c'est moi, je dois gérer cette partie-là de ma vie parce que je m'attache à rien en fait. Fait que moi, si c'était pas de mon fils, je risquerais encore plus parce que moi, me retrouver dans la rue à dormir sur un morceau de carton, ça me fait absolument rien. Mhm. Ça ne me fait pas peur. Ça me dit rien. Je me dis, je vais me relever puis je suis capable d'aller chercher une job. Puis aussi, j'ai pas de complexe. Fait que ça aide aussi. Donc, même si je tomberais, je serais prête à aller sauter des burgers dans un restaurant, puis aller laver la vaisselle. J'ai absolument aucun complexe. J'ai fait tous ces emplois-là. Et je suis fière de les avoir faits. Puis j'en commencerai n'importe quand si le besoin se présentait. C'est super intéressant, puis ça mène un peu, je sais pas, toute cette vision du travail, mais aussi, comme tu dis, là, des complexes, tout ça, j'imagine ça t'a mené à avoir l'idée aussi de Bazooka. Mhm. Comment, ça t'est venu à quel moment? Est-ce que c'est quelque chose qui a germé pendant longtemps ou à un moment donné, tu t'es dit, il y a définitivement un besoin là-dedans, puis c'est moi qui va bâtir la plateforme pour ça? En fait, lorsque j'ai eu mon fils, je me suis dit, bon, il faut que je me replace parce que travailler 24 heures sur 24 avec un garçon que je venais d'accoucher, tu sais, j'ai accouché un vendredi, puis le dimanche, j'étais au resto. Hmm. Donc, j'ai pas eu de congé maternité, donc je peux Wow. pas me le permettre. Ça va tellement vite et le plancher a besoin de moi. Alors, je me suis dit, OK, il faut que je sorte du milieu de la restauration parce que pour bien le faire, il faut que tu sois toujours présent. Malheureusement, c'est comme ça. Fait que je me suis dit, OK, je vois ce que je peux vendre, je ferme ce que je peux fermer, je ramasse un petit peu mon argent, puis je réfléchis à où est-ce que je m'en vais après, what's next for me.
Puis finalement, je me suis dit, je vais envoyer des CV dans des emplois. Encore là, j'étais confrontée au marché de l'emploi qui avait peur de mon CV parce qu'ils voient 1 million d'affaires, ils pensent que je suis 4 personnes en une. Euh, ils savent pas quoi faire de moi. Donc, moi, j'ai appelé pour un poste pour les intérêts, les compétences que je suis capable de développer, les tâches à exécuter. Je vois, c'est pas très routinier. J'ai appelé. On me prend en entrevue, on me dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que je fasse avec toi? C'est comme, je sais pas où te mettre. Mais je dis, moi, je veux faire ce poste-là. Ouais, mais tu vas t'ennuyer. Ben, moi, c'est à moi de savoir si je vais m'ennuyer. Donc, il y avait comme un découragement sur le marché de l'emploi qui faisait que les gens avaient peur de m'engager. Puis d'autres gestionnaires qui voyaient mon profil, puis sont comme, OK, elle va voler ma job, là, ça sera pas long. Hmm. Donc, à cause de ça, j'ai dit, OK, ben, celle-là, personne ne veut de moi. J'ai trop de compétences ou pas assez, peu importe. Fait que là, je me suis dit, OK, comment je peux recycler ce que j'ai fait? Puis, il y a une amie qui m'a dit, ben, je pense que tu es rendu à donner au suivant. Enseigner, ça ne tenterait pas? Là, j'ai dit, ben là, j'ai pas les compétences pour enseigner. Elle dit, ben, t'as fait de la formation, c'est toi qui formes tes équipes, t'as de la compétences en gestion, puis tout. Puis j'ai comme, en quoi? J'ai comme, peut-être en gestion, en administration. J'ai dit, OK, je vais tenter ma chance. Fait que j'ai envoyé mon CV dans des cégeps au début, puis j'ai eu plein d'appels. Là, je fais comme, ah, OK, parfait. Fait que j'ai commencé à enseigner, fait que ça fait 7 ans que j'enseigne, temps plein, temps partiel, dépendamment de la demande. J'enseigne dans 8 cégeps, 3 centres de formation professionnelle et une université depuis. Parce que, évidemment, même en enseignant, j'aime pas rester dans la même école. J'aime diversifier les cultures d'école, les programmes de formation. Donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé à enseigner. Et c'est en enseignant le cours que les profs aiment le moins, souvent dans les techniques. Ce sont les cours de supervision de stage. Parce qu'ils trouvent que c'est de l'ostinage avec les entreprises, aider à placer les étudiants. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de défis. Fait que moi, vu que j'étais toujours la dernière arrivée, parce que j'ai pas de stabilité, je me promène où il y a du travail dans les cégeps, ben souvent, j'étais pognée avec ce cours-là. Fait que finalement, moi, j'adorais ça parce que j'étais bien positionnée, j'ai travaillé dans plein de places, j'ai plein de contacts. Même en restauration, je servais beaucoup de dirigeants d'entreprise. Donc, je me suis dit, ben, je pense que je préfère ce travail-là. Fait que j'ai vu qu'il y avait plein de problèmes au niveau de l'accessibilité au stage de mes étudiants qui étaient des très bons stagiaires ou des très bons étudiants, mais malheureusement, ils n'étaient pas capables de communiquer ces compétences-là en entrevue, fait qu'ils étaient bloqués. Ben, quand tu commences à travailler, tu n'as pas de réseau. Fait que ceux qui n'avaient pas de réseau, encore plus si tu es immigrant, tu en as encore moins. Donc, il y avait de la difficulté d'accessibilité, de visibilité. Ensuite, il y avait les écoles, les professeurs qui se plaignaient qu'il n'y avait pas d'outils de travail pour rendre ça plus facile, convivial, autant pour l'entreprise que pour eux. Donc, c'était des fichiers Excel là, avec des dates de début, dates de fin, des documents PDF à signer, des conventions de stage, puis tout. Puis ensuite, puis courir après le stagiaire pour avoir son journal de fin d'études. Et ensuite, tu avais l'entreprise qui se plaignait que c'était beaucoup de travail, gérer les stagiaires, les accueillir, les former, la paperasse administrative que l'école leur demande de signer, trop ça lourd, les assurances, la convention, les évaluations, tout ce qui vient avec. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, mais il faut que quelqu'un règle le problème parce que moi, je place mes étudiants très bien, 100% de placement, mais j'avais des collègues de d'autres programmes qui avaient de la misère. Fait qu'ils commençaient à me référer leurs étudiants qui trouvaient qu'ils valaient la peine, quoi qu'ils valent tous la peine, mais qui étaient bons, mais qui n'étaient pas capables d'avoir la première chance en emploi, pour les aider à les placer. Donc là, j'ai vu que j'ai dit, attends une minute, là, moi, je suis pas une agence de placement. Moi, je suis là pour enseigner. Fait que comment je peux me débarrasser de cette tâche-là pour que les gens se gèrent entre eux. Fait que j'ai dit, je crée une plateforme où est-ce que les trois peuvent communiquer, se gérer, et se communiquer, tout ça, pour faciliter le processus de A à Z au niveau du recrutement jusqu'à l'évaluation finale du stage. Et c'est comme ça que Bazooka est né, en fait. Combien de temps ça a pris de mettre en place tout ça? Je te Une fois dirais que l'idée a émergé? OK. Entre l'idée, je dirais 2 ans. 2 ans de développement, 2 ans et demi en tout, parce que entre-temps, moi, je me suis séparée. Et j'ai pris cette décision-là malgré que j'avais des objectifs parce que je me voyais pas rester en couple juste pour rester en couple puis avoir la moitié des dépenses pour être capable d'économiser ou de financer mes projets. Je trouvais que c'était pas éthique, c'était pas ma façon de voir les choses. T'es pas bien, tu sors et point barre, peu importe. Fait que je suis sortie, fait que c'est ça, ça a ralenti mes projets en termes de liquidité et tout ça. Et malheureusement, il n'y a pas de programme au Québec qui finance le développement d'outils technologiques. On parle pas de site web e-commerce, on parle vraiment
de la deep tech, là. Fait que, il faut que tu sois rendu à la commercialisation ou à la preuve de concept pour avoir accès à du financement. Donc là, il faut que je sorte quelques milliers de dollars avant. Fait que là, j'ai dit, OK, bon, maintenant, je me suis séparée. Je peux pas atteindre mes objectifs avec une job régulière comme prof. Fait qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je suis devenue directrice d'école. Fait que là, j'ai augmenté mon salaire de au moins 30%. À ce moment-là, parce que ça paraît beaucoup, là, mais c'est pas temps payant, c'est juste parce que quand tu es prof à temps partiel, ben, que tu passes de directeur à temps plein, ben, c'est sûr qu'il y a une grosse gap. Puis j'ai continué à enseigner à temps partiel le soir et je retourne dans les restos pour travailler les fins de semaine, 4 soirs semaine, du jeudi au dimanche soir. Du jeudi au dimanche soir, c'est ça, pour comme gérante, pour pouvoir aller chercher un salaire supplémentaire. Fait que j'avais 3 salaires pendant 2 ans pour ramasser mes sous pour me lancer. C'est fou. D'où tu prenais toute cette énergie-là? La motivation de régler un problème de société qu'on a au Québec pour les jeunes professionnels. C'était vraiment, je voulais laisser quelque chose au Québec. Je disais toujours, maman, pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, parce que je veux léguer quelque chose. Je veux aider le plus de monde possible. Puis clairement, moi, comme personne, Sam, tout ça, je peux pas aider autant d'étudiants ou de jeunes professionnels que je pourrais parce que je suis à un endroit puis je suis une seule personne. J'ai dit, la plateforme va leur permettre de pouvoir trouver un outil qui va pouvoir les supporter dans leur développement de carrière très, très tôt dans leur parcours. Fait que c'était vraiment une mission que je m'étais dit. Puis ça coïncide avec ma mission personnelle qui est d'aider les gens, qui est d'être une lumière où est-ce qu'il y a de la noirceur, en fait. Fait que si je peux débloquer quelque chose pour quelqu'un, je vais le faire toujours volontiers. Fait que c'était vraiment aligné avec mes valeurs. Donc, la motivation, c'est ça. C'était que ça. Puis je veux dire, ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, puis que beaucoup de gens, je trouve, se bloquent, c'est tu semblais quand même avoir confiance dans ta vision, dans tes idées. T'étais-tu backé par des gens ou ça, c'est vraiment une confiance que t'as toujours eue dans tes propres capacités, tes aptitudes, ou quelque chose que t'as bâti au fil du temps? Je te dirais que ça a été, je l'ai ben, en fait, il y a deux parties. Au début, j'étais comme une pomme pourrie au travail parce que ça allait super bien 6 mois, puis après ça allait mal parce que ça me tentait, puis j'arrivais en retard, puis moi, j'étais démotivée parce que j'avais fait le tour du chapeau. Puis moi, faire des tâches en 3 semaines quand ça prend 2 heures, puis là, tous tes collègues taillissent parce qu'ils sont comme, tu nous fais mal paraître parce que tu le fais super vite, puis toi, t'es comme, je ne le fais pas super vite, c'est que c'est pas compliqué à faire. Je ne ferai pas semblant de traîner la tâche pour vous faire plaisir, tu comprends? Mm-hmm. Moi, j'avais ces commentaires négatifs-là, puis j'ai même vécu de l'intimidation au travail à cause de ça, des collègues qui trouvaient que j'avais pas ma place là parce que j'ai dévalué un peu la tâche ou la charge de travail. Donc, tu sais, des commentaires stupides, arrête de faire ça parce que tu nous fais mal paraître ou travaille plus lentement parce qu'on va être obligé de faire plus vite à cause de toi. C'est des trucs qu'on entendait ou l'exclusion parce que s'ils savent que si moi j'arrive dans le travail d'équipe avec les collègues, ben c'est sûr que eux autres avaient envie d'étirer la sauce là, pendant 6 mois, puis moi j'ai pas le temps pour ça. Fait que j'ai vécu vraiment des périodes professionnelles qui ont fait que j'ai douté de mes compétences parce que je me suis dit ben personne ne veut travailler avec moi, je semble être un problème, je suis difficile à gérer. Puis finalement, avec les bonnes personnes que je travaille sur mon chemin, puis mes expériences en entrepreneuriat en parallèle, a comme confirmé que c'était pas nécessairement moi le problème, mais l'environnement ou les gens avec qui je travaillais. Donc je me suis dit, si j'arrive à trouver un endroit où je peux m'épanouir, où est-ce que les balises sont là pour me donner la liberté de créer et d'être qui je suis, ben ça devrait bien aller. Puis c'est ça. Comme j'avais dit, j'avais le travail professionnel comme comptable en parallèle avec mes projets entrepreneuriaux pendant un bout de temps. Fait que ça comme avec le temps, les projets entrepreneuriaux m'ont comme solidifié dans mon estime de moi. Mm-hmm. Ouais, je me reconnais aussi beaucoup là-dedans parce que moi j'ai été à Concordia pendant longtemps pendant que je bâtissais Mtamark en même temps. Puis des fois les gens tu sais, il y a comme cette espèce de mythe comme quoi que tu sais, le vrai entrepreneur va tout lâcher pour lancer son projet, tu sais. Mais la réalité des faits est que, genre, des fois, tu sais, c'est ça, il faut que tu vives, tu sais, puis il faut bien que l'argent rentre d'une façon ou d'une autre, à moins que tu sois financièrement indépendant. Puis cette espèce de vision comme de l'entrepreneur qui... tu sais, c'est comme une vision privilégiée de l'entrepreneuriat où tu peux juste, tu sais,
t'as pas vraiment... Tu peux juste être comme le génie enfermé dans sa chambre à mais coder ou whatever. ça, c'est les médias, puis les histoires à succès américaines qui viennent ternir beaucoup la réalité de ce que les entrepreneurs vivent, là, monsieur, madame, tout le monde, là, comme moi. C'est pas tout le monde qui vit chez ses parents quand ils se lancent en entreprise, qui peuvent lâcher leur job parce que de toute façon, ça payait pas tant que ça, puis même si ça payait, ils ont pas de dépenses de base, leurs dépenses fixes de base sont vraiment petites, là. Moi, j'aurais aimé ça, être capable de, oui, lâcher ma job bien plus tôt, puis me prendre un coloc ou deux colocs, puis payer 300$ par mois, crash dinner inclus, là. J'aurais aimé ça, mais c'est pas la réalité. J'avais un garçon dans ce temps-là, puis pour moi, c'est ma situation familiale allait pas m'empêcher de réaliser mes objectifs. J'ai peut-être les réaliser différemment, ça va peut-être prendre plus de temps, mais en aucun cas, que ça allait m'arrêter. J'adore ce que tu dis. Pour en revenir un petit peu à Bazooka, ce que je trouve le fun aussi, puis ce qui ressort aussi dans ce que tu me dis, puis dans la culture au travail, puis des choses comme ça, j'imagine que tu t'adresses quand même beaucoup aux jeunes, puis aux gens qui sortent de programmes d'études, selon ce que tu disais aussi, parce qu'ils cherchent des stages, mais t'as dû aussi te confronter beaucoup aux générations, aux nouvelles générations, tu sais, génération Z, les milléniaux, puis de devoir les mettre dans des structures un peu old school, tu sais, de pensée. Je sais pas, est-ce que, selon toi, tu sais, les jeunes ont vraiment une relation différente au travail? Est-ce que le milieu a mal évolué ou est-ce que l'école les prépare pas assez bien à ce qu'ils vont retrouver de l'autre côté? Tu sais, et où la scission, on dirait, là, entre les deux? Un long sujet, Tatiana. C'est tellement un long sujet, mais pour faire ça court, moi, je pense que il y a plusieurs problèmes. Un, les problèmes de formation sont désuets pour la plupart. Ça prend une éternité pour les monter au ministère. Puis quand c'est monté, c'est plus à mode. C'est ça. On a passé à un autre niveau. Donc, c'est la responsabilité des profs qui enseignent de se garder à jour. Et malheureusement, c'est pas toujours fait. Il y en a qui pensent que parce qu'ils reçoivent une revue hebdomadaire dans un secteur donné dans lequel ils ont travaillé, qu'ils sont à jour, qu'ils connaissent. Mais le fait qu'ils travaillent plus dans les milieux, puis leur réseau de contact est vraiment se restreint, les années passent. Ils se restreignent, ils sont plus connectés avec la réalité, tu sais. Fait que c'est je pense, des trucs que moi j'aurais proposé au ministre de l'Éducation. Faites des formations plus courtes parce que 3 ans faire un programme qui est plus à mode après, c'est plate. C'est plate parce qu'on arrive, j'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent sur le marché du travail, puis on leur dit, bon, bienvenue, tout ce que tu as appris à l'école, oublie tout ça, on recommence. C'est plate. C'est plate celui qui s'est endetté ou qui a pris du temps pour apprendre quelque chose pour finalement voir que ça a changé. C'est plus la façon de faire les choses. Fait que dans le fond, fait que les programmes sont désuets, mais je dirais aussi que vu que les profs sont souvent plus matures, ont plus d'expérience, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé dans une entreprise, les jeunes entreprises qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est sûr que le style de travail, ils en entendent parler dans les nouvelles, dans les statistiques, il y a des recherches là-dessus. Mais oui, mais les jeunes, ils sont vraiment là pour la mission de l'entreprise avant tout, là. Moi, j'en ai dans mon équipe, j'ai reçu plein de CV, moi, j'ai pas de problème de recrutement. Il y en a qui disent, j'ai de la misère à recruter. J'ai dit, soit ta mission est problématique ou elle est pas claire. Ou il y en a qui sont là, mais on dit qu'ils n'ont pas de mission. Ils ont un produit à vendre, mais ils n'ont pas de mission. Donc, ça, c'est une problématique. Et aussi, des fois, ils ne savent juste pas la communiquer. Fait que tu n'attires pas les personnes qui sont bonnes pour ton organisation. Puis les autres ne se sentent pas interpellés à envoyer leur CV chez toi. Fait que c'est un cercle vicieux. Mais nous, on est tout petits, on est 11. Puis malgré tout, j'ai comme des CV à chaque jour qui rentrent. De gens qui... La première chose qu'ils me disent, c'est j'ai connecté à la mission de pouvoir faire un monde meilleur, de donner l'accessibilité à plus de personnes au marché de l'emploi, de créer des opportunités pour tous, de redonner de la dignité à des personnes qui pensent qu'ils l'ont perdu parce qu'ils ont l'impression que le marché de l'emploi ne veut pas d'eux. Donc, ils restent longtemps sans travailler parce qu'ils n'ont jamais eu leur première chance. T'sais, pas d'expérience ici, hein, on sait comment ça fonctionne. Pas d'expérience, t'as pas de job. T'as pas de job, t'as pas d'expérience. Mais, mais au moins, sur Bazooka, les entreprises, ils savent
c'est pas des gens qui ont beaucoup d'expérience. Si tu cherches des gens qui ont beaucoup d'expérience, va sur LinkedIn. Mais si tu es ouvert à des personnes qui ont 0 à 3-4 ans d'expérience, ben Bazooka, c'est la plateforme pour toi, tu sais. Fait que, fait que je pense que oui, il y a une question de manque d'expérience ou de déconnexion avec le marché de l'emploi des enseignants, du ministère, des programmes d'études. Mais aussi c'est parce que la culture générale a changé. Elle a changé, tout simplement. Puis est-ce que, par exemple, si je voulais complètement changer d'industrie, je pourrais utiliser Bazooka aussi, puis voir si je peux obtenir un stage dans un autre domaine complètement que je connais pas? Oui, oui, parce qu'il y a des stages qui demandent un secondaire 5. OK. Mais que les gens, ils savent très bien que t'as pas d'expérience, donc ils sont prêts. Ils veulent des gens curieux qui veulent être formés sur place. Puis gagner en expérience, en expertise. Donc, c'est ça. Mais oui, c'est possible d'avoir une deuxième chance dans une autre carrière. Genre, j'envoie des profils. C'est moins. On n'a pas vraiment poussé ce créneau-là parce que on se spécialise tu sais comment ça fonctionne le développement de marché. Là, on essaie de se nicher très rapidement et ensuite augmenter notre bassin de données vers d'autres types de segments. Mais c'est sûr, c'est un segment qu'on veut. On envoie qui ont 40-45 ans puis qui veulent essayer des stages en RH quand ils ont toujours fait marketing ou des stages en cuisine quand ils ont toujours fait comptabilité. Ouais. Puis là, en ce moment, est-ce que vous faites un tri entre les stages payés et non payés? Parce que je sais que ça a été quand même un gros débat, ouais, Ouais. à ce Ben nous, niveau-là. les clients qu'on a, on leur dit qu'on veut des stages rémunérés, idéalement, mais on peut pas leur forcer la main. Hmm. Mais je te dirais que je pense que j'en ai vu un passer en 6-7 mois qui était non rémunéré. Hmm. Sinon, ils sont toujours tous rémunérés, même si c'est salaire minimum ou des très petits salaires. Puis il y a beaucoup de programmes pour les stagiaires et les jeunes professionnels en ce moment qui sont financés par le fédéral. Donc, Mhm. il n'y a aucune raison de ne pas payer. Il y a toujours façon de trouver de l'argent en COVID. C'est le meilleur moment pour recruter, durant la COVID. Ouais, puis j'imagine aussi que le fait que, tu sais, il y a une réputation à maintenir aussi envers envers leur public, puis tu sais, le fait de faire affaire à Bazooka, tu sais, il y a comme les reviews de l'entreprise, tout ça, fait que tu sais, ils doivent se poser la question 2 fois avant d'aller chercher du cheap labor, mettons, en termes de stagiaires. Ah ben oui, parce que tu vas te faire brûler. Quand ça fait Ouais. 4-5 stagiaires, puis ils te mettent 1 sur 5, 2 sur 5, t'en as moins de CV après quand t'es brûlé, là. Les gens veulent pas y aller, là, à moins. Puis ceux qui appliquent, c'est ceux qui ont des problèmes de comportement ou d'assiduité, quand on parle de comportement, assiduité, climat de Mhm. travail, leader négatif, là, c'est souvent des gens qu'on voudrait pas recruter de toute façon, qui sont désespérés, puis qui vont appliquer sur des stages à 1 sur 5. Là. Puis peut-être pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que tu aurais peut-être un conseil principal pour quelqu'un qui voudrait changer d'industrie, puis justement, qui sait pas par où commencer? Oh mon Dieu, foncer. Mais tout le monde dit ça, là, foncer, mais si je pourrais décortiquer ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de regarder ton CV, puis de regarder les offres d'emploi qui t'intéressent dans le nouveau domaine dans lequel tu veux te lancer, et de regarder quelles sont les compétences qui sont transversales, que je peux transférer d'un domaine à l'autre, que ce soit des compétences en gestion, des compétences techniques. Il y a souvent des choses que tu as faites en comptabilité qui vont t'aider en cuisine, par exemple. Puis, oui, Mm. il y en a. Donc, c'est vraiment de reformuler le CV pour mettre en avant des compétences que tu penses que tu sais parce que tu as regardé 4-5 offres d'emploi dans ce que tu aimerais faire qui ont un lien avec ce que tu faisais avant, mais que c'est pas direct parce que c'est plate, mais les recruteurs, il y en a beaucoup sont pas un peu paresseux. C'est pas coulé dans le béton, puis c'est pas clair comme de l'eau de roche, puis t'as pas la formation exacte, ils passent au suivant. Euh, c'est plate, mais c'est ça. Donc, il y a un petit peu de paresse, fait qu'il faut leur donner un coup de main, puis relever par toi-même les compétences ou les qualités que tu penses qui vont servir au poste que tu veux. Et quand et dans la lettre de présentation que les employeurs lisent, pour ceux qui pensent qu'ils Mm. ne lisent pas, ils la lisent, ben de l'écrire, d'être transparent, puis de dire voici pourquoi je veux changer de domaine, puis que mon profil est pas du tout peut-être qu'est-ce que vous attendiez, mais voici pourquoi je pense que je peux le faire. Ma curiosité, mon désir d'apprendre, mon assiduité. Donc, il y a beaucoup de soft skills qui sont bien plus importants que les compétences techniques qu'on peut apprendre ou aller chercher des cours à gauche, à droite. Tu sais. Puis après ça, ben, c'est se préparer. S'il y a des choses qui sont vraiment très techniques qu'on n'a pas,
c'est pas de croire en la formule magique, là, ils vont me donner une chance. Non, mais s'ils demandent un Excel avancé, ben, d'aller chercher des petites formations qui vont vous permettre de pouvoir bonifier le CV pour tendre vers le changement de carrière qu'on veut. Fait que c'est ça. Fait que techniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis après ça, ben, t'envoies ton CV et faire le suivi. Tu sais, les gens font pas de suivi. Moi, les gens appliquent, il y a personne qui fait de suivi. Donc, appeler ou envoyer un courriel, puis dire bonjour, j'avais envoyé mon CV. Puis il y a beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas de logiciel de tri de CV, malheureusement, c'est par courriel. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est le premier en haut de la pile qui regarde, pas nécessairement le meilleur, tu sais. Fait que c'est un peu d'être catchy dans l'objet pour donner le goût de l'ouvrir, parce qu'il y en a peut-être 50 autres, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est des super bons trucs, puis je vais mettre dans les show notes 2 articles qui sont sur Mtamark, parce que initialement, ça va peut-être être drôle à entendre, ou peut-être pas, mais Mtamark, c'était pour aider les femmes à accéder à d'autres postes ou avoir des emplois mieux payés à travers, genre, un meilleur maîtrise de leur personal brand, tu sais, et tout ce qui est réécriture du CV, puis compétences transférables, mais aussi, moi, ce qui m'avait vraiment aidé dans ma vie, c'était de juste m'être bâti un site moi-même, puis vu que je travaillais dans les communications, pour eux, c'était comme, ben, tu viens de me donner un exemple de ce que tu es capable de faire, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, juste prendre des petits projets personnels, comme, même si c'est pas un diplôme ou quelque chose de même, je trouve que ça a quand même de la valeur. Ah, ben bien sûr, si t'es capable de showcase qu'est-ce que tu es capable de faire comme un genre de portfolio, puis d'agir comme tel, comme si tu avais ce poste-là, mais c'est sûr que ça démontre clairement que tu es capable de le faire, tu sais, je veux dire. Puis que tu es intéressé à y mettre le temps pour apprendre. Oui, c'est sûr que si tu vends des services marketing, gestion des réseaux sociaux, puis je vais voir tes réseaux sociaux, puis ça fait pout-pout, là, on parle pas du nombre d'abonnés, là, mais juste la qualité de l'image, la qualité de la rédaction et tout ça, puis c'est pas on point. Ben, c'est ça, j'ai trouvé ça étrange, disons. Ouais. Cool. Non, mais c'est ça. Bon, ben, je voulais juste dire, dans les show notes, un article sur revamper ton CV, puis un autre sur les compétences transférables qui, si vous êtes une auditrice, je vais laisser ça dans les notes. Alors, Sam, c'était fascinant. J'aurais parlé encore pendant des heures, mais on va se reparler la semaine prochaine. Mais d'ici là, où est-ce que les gens peuvent aller suivre, que ce soit toi ou Bazooka? Ouais, ben, en fait, moi, c'est super simple. C'est Sam Bellamy. Sam, S-A-M, espace Bellamy, B-E-L-L-A-M, comme maman, Y comme Yann. Sam Bellamy dans tous les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Puis, je pourrais dire que Bazooka, c'est _ Bazooka, donc 2 O, 2 K, B-A-Z-O-O-K-K-A. Donc, autant sur LinkedIn que sur Instagram ou Facebook. Je suis pas la fille qui poste le plus, mais parce que... c'est ça. Je pose pas beaucoup, faute de temps, malheureusement. Mais oui, il y a toujours des bonnes nouvelles là-dessus. Puis des fois, si les clients ils payent en extra pour pouvoir avoir de l'exposure un peu sur les réseaux sociaux, ben, vous allez retrouver des offres de stage et d'emploi. Donc, on fait aussi de l'emploi 0,50 d'expérience. Super. Ben, merci beaucoup, Sam, puis on se reparle très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamark.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!